Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur la démarche Lean et les outils associés. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group et aujourd'hui la session sera animée par un de nos consultants, Patrick Perron, donc consultant senior, Black Belt Lean Six Sigma. Alors, brièvement, quelques petites règles pour le bon déroulement de la webconférence. Alors, vous avez pu remarquer que vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Donc, pour tout ce qui est questions, vous pouvez les poser tout au long de la session via le petit module de conversation. Donc, je vois qu'on a déjà des personnes qui ont commencé à nous dire bonjour. Donc voilà, n'hésitez pas tout au long de la session à poser vos questions. On essaiera d'y répondre soit au fil de l'eau, soit on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Et si vraiment il y a trop de questions, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours la possibilité de revenir vers moi pour les poser et on prendra le temps nécessaire pour vous répondre. Ensuite, comme je vous ai dit précédemment, vous recevrez un mail en début de semaine prochaine, probablement lundi, avec les slides et le replay de la webconférence. Avant de laisser la parole à Patrick, je vous présente brièvement la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 35 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lille et Lorient. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Patrick et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille. Alors juste pour m'assurer que tout va bien, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Je t'entends bien et je te vois bien, tout est parfait. Bon, donc c'est pas moi le plus important, c'est le contenu, mais vous savez comment ça se passe aujourd'hui, il faut qu'on s'assure de nos bonnes connexions et que tous les participants, au nombre de 81 à l'instant, 82, bonjour à tous, puissent effectivement suivre de façon confortable. Donc je vous souhaite la bienvenue et qu'on soit ensemble sur cette thématique très générale du lean management. On s'approche de la fin de l'année, et oui déjà. Donc on s'est dit, allez, soyons fous, on va faire une webconférence qui va couvrir tout le lean management. Il faut vous dire que c'est des choses qu'on traite à l'occasion de formations qui peuvent aller jusqu'à 4 fois 3 jours, donc 12 jours. Donc l'ambition, c'est qu'en 45 minutes, on en fasse un condensé. Tout ça pour dire que vous vous rendez compte que c'est mission un petit peu pas impossible puisqu'on est là, mais qu'on va évidemment pas pouvoir rentrer dans tout le détail de ce qu'il y a derrière ça. L'objectif du sujet, c'est plutôt, pour ceux qui nous suivent régulièrement, merci à eux, eh bien, c'est de faire un petit rappel. Le sujet étant tellement vaste que les rappels, c'est utile aussi pour petit à petit ancrer un certain nombre d'idées et de principes clés. Et puis pour ceux qui sont peut-être plus récents ou qui découvrent un peu, qui s'approprient ces notions du lean management, mais d'éclairer, d'apporter un certain nombre d'éclairages et d'avoir envie d'aller plus loin. Voilà l'objectif de ces 45 minutes, d'avoir une cohérence, une présentation logique et puis une ouverture. Comme l'a dit Camille, alimentez-moi également de vos questions. Par contre, pendant que je suis sur les diapos, je peux difficilement les voir. Donc, elle va les capter. Si besoin, elle m'interrompra. Si vous ne trouvez pas tout de suite une réponse, ne vous inquiétez pas. On aura quelques minutes à la fin pour que je revienne sur certaines des questions. Donc, ceci étant dit, je vous propose donc de rentrer dans le sujet qu'on a articulé en 3 parties. Déjà une présentation de ce qu'on peut mettre derrière le lean management, un certain nombre de mots-clés, de définitions, de principes, et puis de faire un panorama des outils qu'on y met. On réduit souvent le lean aux outils et bien sûr, je vais vouloir vous dire que le lean, ce n'est pas que les outils, mais le lean sans les outils, ça ne marche pas non plus.
À l'intérieur de ces outils et des méthodes, il y a une thématique parmi plein d'autres, mais une sur laquelle j'ai choisi ce matin de faire un petit arrêt sur image, c'est la notion des standards et de la standardisation. Et puis, une fois qu'on a les outils, il faut savoir comment les mettre en musique, donc comment les déployer. Et là, on va faire un arrêt sur image selon deux méthodologies de déploiement, de mise en œuvre en fait de ces outils et des principes du Lean. Donc, deux méthodologies que sont les chantiers par percée et le Lean Six Sigma et son format DMAIC. Donc voilà l'articulation. En ce qui concerne donc la démarche, alors attendez, vous me voyez hésiter parce que question de taille d'affichage à mon écran. Voilà, je vais juste faire comme ça pour pouvoir y voir mieux. C'est parti. Donc, le Lean Management. Le Lean Management, je ne vais pas non plus lire tout ce qu'il y a sur les diapos. Vous les avez à votre vue, n'hésitez pas à lire. Moi, je voudrais vous raconter en fait les points clés, qu'est-ce qu'il faut retenir des diapos que je vous présente, sachant que ces diapos sont présentes dans un mémento de 150 pages qu'on remet à tous nos stagiaires. Donc, pour ceux qui pourront un jour suivre la formation, eh bien, vous aurez aussi tout ce contenu et bien davantage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les messages clés. Le premier ici, c'est le Lean Management. Qu'est-ce que c'est? Le Lean, c'est une démarche de transformation. Dans votre vie privée, dans notre vie privée, chacun peut-être à un moment s'est dit, bon, là, ça va pas, ou ça va, mais je voudrais faire différemment. C'est pas un je voudrais faire différemment demain ou pour les 6 mois. S'il y a quelque chose que je voudrais changer dans ma vie, dans ma façon de conduire, de dérouler au quotidien ma vie, ce que j'en fais. Alors le Lean, ça peut s'appliquer à chacun d'entre nous, mais c'est pas la réponse à notre question individuelle. Je prends ça comme une image. C'est la réponse à la question que se poserait l'entreprise. Mais la même question qu'on peut se poser nous individuellement, une entreprise qui prend conscience qu'il faut qu'elle fasse différemment, c'est pas pour les 6 mois, c'est pas pour une poignée de main d'initiative. Non, c'est pour transformer quelque chose dans sa façon de faire. Eh bien, c'est ça l'ambition du Lean Management. C'est une démarche de transformation. Alors, le mot Lean, hein, comme vous le voyez sur la diapo, il a un sens, c'est un mot anglais, c'est pas un acronyme, il veut dire maigre. C'est une très mauvaise traduction. Ça dit quelque chose ou ça a dit quelque chose dans les années 80 quand ce mot Lean a été utilisé dans le contexte où il est utilisé par des chercheurs américains, dans le contexte de l'industrie automobile. En fait, derrière ça, il y a toute une approche et une réflexion qui va bien plus loin que cette notion de maigre, qui est très, très réductrice. Mais si on veut en retenir une traduction, c'est celle de juste nécessaire. C'est pas le maigre, c'est-à-dire, c'est pas le minimum des ressources à mobiliser, c'est le juste nécessaire, le juste adéquation entre les ressources que va mobiliser l'entreprise et les besoins de résultats qu'elle a besoin. Et une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est un corpus, c'est une mise ensemble de ressources humaines au bénéfice d'un client. Donc, ça, c'est l'hypothèse fondatrice, on va dire, sur laquelle se fonde cette démarche de transformation. L'entreprise, elle est là pour répondre à satisfaire les attentes d'un client. Si je reviens à chacun d'entre nous, on peut être client d'une entreprise de pizza et on a des attentes par rapport à ça. J'y reviendrai plus tard. Mais l'entreprise, sa finalité, c'est celle-là. Elle va mobiliser des humains, elle va mobiliser des ressources matérielles, elle va mobiliser tout un tas de choses qu'il faut qu'elle maîtrise. Et la maîtrise de ces ressources au juste niveau, au bon équilibre, c'est pas une notion de maigre, c'est une notion de juste nécessaire. Et c'est un peu cette notion-là qui conceptuellement est derrière ce vocabulaire de Lean. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est cette démarche, une façon de mobiliser, de démarcher, une façon d'avancer, une façon de fonctionner différemment pour faire mieux. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue. Avec un focus sur les clients, avec un focus sur une notion qui est la valeur ajoutée.
Donc, c'est l'adéquation entre le bon niveau de ressources pour délivrer ce que les clients attendent et qui sont prêts à payer. C'est ça, la valeur ajoutée dans l'entreprise. Et une fois qu'on a posé ces notions, beaucoup des outils que j'évoquerai plus tard reposent sur comment mesurer, valoriser, analyser, choisir la bonne adéquation entre les ressources et la valeur qu'on délivre aux clients. Heu, Pourquoi faire? Une fois voilà, une petite définition un peu globale, mais il y a une finalité. On ne va pas se transformer pour le plaisir de se transformer. Donc la notion de la finalité de cette transformation, elle est essentielle. Chez XL, c'est important pour nous et notre vision, c'est les axes de performance, les axes de cette finalité, c'est le SQDC. S pour sérénité et sécurité, c'est-à-dire la première finalité de la transformation, c'est garantir que les employés, la ressource humaine, est en mesure de délivrer le meilleur d'elle-même d'un point de vue mental, moral, psychologique, motivationnel, dynamique, créatif, c'est la sérénité. S'il y a ça, on peut bosser et on peut délivrer le meilleur pour les clients. Et la sécurité, c'est la capacité à délivrer le meilleur nous-mêmes en intégrité physique. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'abîmer et donc on va perdurer et donc on va là aussi pouvoir délivrer le meilleur de nous-mêmes en tant que ressource de l'entreprise. C'est la première performance qui doit être satisfaite et le Lean nous donne les moyens de faire ça. Puis au bénéfice du client qui attend la qualité et le délai. Dans le délai, il y a la notion de rapidité et il y a la notion de tenir nos engagements de temps. Votre pizza, vous êtes client, vous avez des attentes en matière de savoureux de la pizza, de température de la pizza, de richesse de la pizza, d'adéquation à ce que vous en attendiez du nombre de fromages ou de la fraîcheur de l'artichaut dedans, mais vous avez aussi des attentes par rapport à la rapidité et le fait que quand vous commandez au camion pizza, vous attendez pas 10 minutes sous la pluie, donc une notion de juste à temps. Donc S et Q, c'est plutôt au bénéfice du client. Si ça, c'est pas au rendez-vous, eh bien l'entreprise ne pourra pas perdurer. Et puis bien sûr, pour qu'elle perdure, il faut que ce qu'elle dépense ne lui coûte pas plus cher que ce pourquoi les clients seront finalement prêts à payer. Si la pizza elle est à 25 €, vous n'irez pas souvent en tant que client, même si qualité et délai sont au rendez-vous. Donc il faut aussi maîtriser le coût des ressources qu'on mobilise. Donc ces critères peuvent paraître un peu antagonistes, SQDC, parce qu'on voudrait le maximum de S pour le minimum de C, c'est pas toujours possible. Donc là aussi, c'est une notion de juste nécessaire, de juste équilibre entre où on met nos ressources pour garantir la sérénité et sécurité pour les employés, la qualité, le délai pour les clients et la rentabilité, finalement, la capacité d'en vivre pour l'entreprise. Mais en tout cas, c'est fondamental d'avoir à l'esprit ces axes parce que c'est la finalité, c'est ce qu'on va afficher, c'est ce qu'on va mesurer au quotidien. Si on travaille là-dessus, on peut donc permettre une performance. Mais la performance, aujourd'hui, elle va plus loin que le strict bénéfice de l'entreprise, des salariés et des clients. Et si une entreprise s'inscrit là-dedans, ce qui a la clé, c'est aussi son ancrage dans le panorama économique et sociétal de cette entreprise. Une entreprise ne peut pas exister tout seul dans son monde, il faut qu'elle garantisse un certain nombre d'engagements auprès de la société, qui sont des engagements d'environnement, de durabilité, des engagements sociaux. Le Lean permet aussi de poser les bases pour faire ça. C'est ce que je voulais rappeler dans cette diapo. On aura l'occasion d'y revenir dans une webconférence dans quelques mois pour faire le lien entre Lean Management et durabilité de l'entreprise. Le Lean durable, c'est pas un mot tarte à la crème, c'est le fait que le Lean donne toutes les clés pour permettre à l'entreprise de répondre aux challenges actuels. Alors, voilà un petit peu une mise en matière pour qu'on partage tous cet enjeu du Lean. Maintenant, le Lean, si c'est la transformation, c'est faire différemment que ce qu'on faisait aujourd'hui. Pour faire différemment, il y a 3 courroies d'entraînement, 3 principes que les acteurs du Lean doivent intégrer dans leur pratique
au quotidien et sur la durée. Le premier principe, c'est le fait que le Lean, ce n'est pas une affaire d'experts. Bien sûr, il faut connaître des outils, il faut être formé, mais ce ne sont pas les experts tout seuls qui feront le Lean, c'est la mobilisation de tous les acteurs de l'entreprise, l'intelligence collective en forme groupe, en forme groupe de travail. Ok, bon, ça c'est évident. Aujourd'hui, on travaille en groupe de travail, on n'est plus chez le taylorisme où ce sont des experts qui font tout dans leur tour d'ivoire, quoique dans certaines entreprises, ça se voit encore. Mais c'est pas que la notion de groupe de travail. L'intelligence collective, c'est aussi le fait d'associer de façon collective ceux qui connaissent, ceux qui comprennent, ceux qui savent où sont les problèmes. En d'autres mots, ceux qui ont l'intelligence des difficultés et des solutions. C'est qui? Eh bien, c'est ceux qui font. C'est le terrain. L'intelligence collective, c'est un principe où dans le Lean, on associe systématiquement les acteurs des processus, on associe les gens de terrain, les opérateurs, les techniciens, les employés. C'est eux qui vivent les difficultés, c'est eux qui ont des idées et c'est eux demain qui peut-être devront travailler différemment. Donc, c'est un travail qui se fait de façon collective, sinon ça ne marchera pas. Collectif aussi en associant toutes les fonctions de l'entreprise, pas que les producteurs, mais aussi ceux qui vendent, ceux qui font l'administration, ceux qui administrent les ventes, ceux qui gèrent le client en direct, qui ne sont pas ceux qui fabriquent, si on parle d'une industrie, etc. Donc le Lean s'applique de façon collective et doit mobiliser les acteurs des différents secteurs de l'entreprise. Deuxième principe, le juste nécessaire. Il était porté par le vocabulaire Lean lui-même, hein, mais en soi, c'est un principe, c'est-à-dire c'est des lunettes. C'est des lunettes qu'on va mettre pour voir où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'on perd de la ressource, où peut-on gratter, où peut-on s'améliorer pour être au juste nécessaire des efforts qu'on fournit. Donc ça, c'est un principe qu'on va avoir à l'esprit dans les outils que l'on utilise, dans la technique des outils. Et puis la remise en question permanente. Alors ça semble évident de dire comme ça que si on veut faire mieux, ben, il faut se remettre en question, mais c'est simple pour personne. Pour aucun d'entre nous, individuellement, c'est pas simple. Donc pour la somme d'entre nous qu'est l'entreprise, c'est pas simple non plus. Mais il faut y travailler. Il faut valoriser la remise en question. Il faut encourager la remise en question. Il faut ne pas accepter le statu quo. Il faut accepter le challenge que représentent les exigences des clients, le benchmark que représente la concurrence, les autres entreprises, les autres entités, pour nous dire on peut faire différemment. Si on dit bah oui, mais finalement c'est pas possible, on peut pas faire différemment, ben, on répétera ce qu'on fait et donc on obtiendra les mêmes résultats. Donc, si on veut obtenir des résultats différents, il faut pouvoir se remettre en question. Et ça aussi, les acteurs du Lean, qui sont, on va dire, éclairés par leur formation, ils doivent challenger ça au quotidien. 3 principes clés. Après, on peut aussi aborder, une fois qu'on est conscient de ça, on dit: «Oh génial, on y va, on mobilise l'entreprise». Mais comment on s'y prend? Eh bien, il y a deux axes de mobilisation complémentaires que sont ce qu'on va appeler en jargon un peu anglicisé le top-down et le bottom-up. Le top-down, c'est une entreprise qui dit, ah, voilà, au top niveau, on a compris, on veut y aller, on va transformer. On crée des équipes, on forme tout le monde, on fait un plan de transformation et on décline. Et puis, petit à petit, tous les secteurs, tous les processus, s'y mettent. Le bottom-up, ça serait plutôt une approche où on donne les moyens à des secteurs de façon localisée de se former, de lancer des chantiers pilotes, des projets qui vont, faire école, qui vont donner envie à d'autres d'y aller et petit à petit, ça va donner des résultats et petit à petit, on se dira: «OK, ça marche». Maintenant, il faut aller plus loin. Alors pour aller plus loin, là, on va finalement arriver à un plan de transformation. Donc c'est pas l'un ou l'autre, ces 2 approches, ce sont 2 approches complémentaires. Si on fait que du remontant, c'est-à-dire on donne des moyens de façon localisée, bon, ça va pas transformer l'entreprise sur le long terme, mais ça va bien amorcer la pente. Si on fait que du descendant, il y a des entreprises, souvent des gros groupes, qui se donnent les moyens de dire: «Allez, on transforme, on mobilise tout». Je peux vous garantir que ça ne marchera pas.
Pourtant, c'est très séduisant comme ça. Le management est impliqué. Oui, mais ça fait trop rouleau compresseur. On n'embarque pas les personnes de terrain. On ne comprend pas souvent pourquoi on fait les choses. Et au bout de 2 ans, 3 ans, on se perd, ça s'arrête. Et finalement, on a mobilisé beaucoup de ressources avec beaucoup, parfois, de frustration à la clé. Donc, il faut vraiment une complémentarité entre ces deux approches. Et s'il fallait vraiment faire un choix pour une entreprise qui débute, j'encouragerais d'abord le bottom-up pour ensuite choisir de consolider ça par une approche descendante. Et une fois qu'on est prêt à faire l'approche descendante, c'est-à-dire à déployer le Lean dans l'entreprise, il faut y aller quand même avec de la méthode qui est un déploiement stratégique. C'est-à-dire qu'on va s'organiser pour déployer ce Lean dans l'entreprise. Alors voilà, on va dire quelques étapes de déploiement méthodique de cette démarche de transformation. Ça commence par une analyse stratégique, des séminaires, un cadrage, une vision à 3 ans, à 5 ans, qu'on va organiser avec des outils que, dans le jargon, on va appeler du Hoshin Kanri. C'est du déploiement stratégique sur des axes de transformation de l'entreprise auxquels on va pouvoir associer ensuite des méthodes. Une fois qu'on sait où on veut aller, on va faire un état des lieux, un diagnostic. Bon, par rapport à cette vision, on en est où aujourd'hui? C'est l'étape de diagnostic. Donc, le diagnostic où on va balayer toutes les activités du périmètre de l'entreprise, avec les lunettes du juste nécessaire, avec des outils du Lean, avec des outils de cartographie, pour voir là où il y a des potentiels, là où ça va être accessible de transformer, où là ça va être plus compliqué, et voir la façon de s'y prendre, de façon à construire au cœur de cette transformation une feuille de route ou une roadmap en anglais. Et cette roadmap, elle va décliner un certain nombre de chantiers, de projets à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Elle va y associer des moyens, des ressources, des méthodes, des indicateurs qui vont traduire le changement, donc un tableau de bord, et puis une gouvernance qui va permettre de faire vivre ce déploiement avec la mesure, le tableau de bord et surtout la communication à la clé, un véritable plan de communication qui informe, qui mobilise, qui raconte ce qui est en train de se faire. Et en soi, la communication, elle alimente la transformation parce qu'elle alimente la dynamique. Beaucoup de choses ici sur une diapo qui tient en une journée de formation pour ceux qui suivent le Black Belt, hein. Mais voilà, la démarche de transformation se structure elle-même d'une façon méthodologique. Et puis transformer, c'est travailler donc sur des sujets très concrets, des sujets terrain. Ces sujets, on peut les récapituler selon 3 thématiques. Le système de management, c'est-à-dire si on veut faire vivre le Lean au quotidien, avec tout ce que j'ai dit jusqu'à là avant, c'est pas juste par des projets, c'est dans la façon de fonctionner au quotidien et donc dans la façon de manager, c'est-à-dire de piloter les activités. Donc le système de management, le système d'animation des équipes, le pilotage terrain, la mesure des résultats, la mesure des indicateurs, l'analyse des problèmes, le choix des actions d'amélioration au quotidien se fait en intelligence collective, c'est-à-dire avec les équipes, au travers d'un certain nombre de rituels, d'animation, ce qu'on appelle l'animation à intervalles courts. Eh bien, ce système de management du Lean, il s'organise, il se met en place avec des tableaux qui répondent à un certain nombre de critères, avec des rituels quotidiens à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, le système de management est un champ d'action méthodologique à construire d'une manière qui répond aux besoins de la transformation Lean. Le deuxième axe, ce sont les processus. Si on livre au client, on suit un certain nombre de flux. Ces flux doivent être organisés de manière à réduire les gaspillages, c'est-à-dire les pertes de temps, les pertes de ressources qui font qu'on passerait à côté de ce pourquoi le client nous paye, la valeur ajoutée. Donc il y a tout un axe de travail autour de l'organisation des tâches, de l'organisation des processus, de la structuration physique, de l'implantation des ateliers, des postes de travail pour l'industrie, mais des processus aussi de gestion de l'information pour une entreprise du tertiaire, là aussi des postes de travail, des plateaux de travail, de l'interaction entre les acteurs. Tout ça, c'est un champ d'action des outils du Lean. Et puis, le troisième champ d'action, le troisième axe de travail, c'est la conformité des produits.
est-ce que ce qu'on réalise finalement, la prestation de service ou le produit matériel, est-ce qu'il est en adéquation avec, on va dire, les spécifications, le cahier des charges, avec concrètement, techniquement, en termes de contenu, ce que le client en attend. Donc, il y a tout l'axe qualité, mais au-delà de ça, la conformité, c'est-à-dire l'adéquation entre la qualité produite et le réel besoin du client. Et là, il y a aussi tout un axe méthodologique avec, entre autres, la résolution de problèmes, le bond du premier coup, la maîtrise statistique, etc., etc. Voilà. Alors, en 23 minutes, les principes, l'approche, la responsabilité. J'espère que c'était assez clair, mais c'est important de garder ça à l'esprit si on veut savoir où on va et être cohérent avec les approches. Alors, on ne peut pas cultiver un champ sans tracteur, sans outils. On ne peut pas construire une maison sans outils. Donc, la construction n'est rien sans les outils et les méthodes. Et la transformation du lean, c'est la même chose. Donc, évidemment, pour faire ça, il y a des outils et il faut se former, il faut les pratiquer, il faut savoir les utiliser. Donc, souvent, le lean, on l'associe aux outils. Mais comme je viens de le dire, le lean, ce n'est pas les outils, c'est tout ce que je viens de dire. Les outils, ce n'est que le moyen d'y arriver. Donc, il faut être conscient, c'est quoi les outils? Eh bien, on peut faire là aussi des familles d'outils. Les outils qui sont propres au poste de travail, les outils qui vont travailler sur les flux, les outils qui vont travailler sur le pilotage et le management, et les outils qui vont être associés à la réduction de la variabilité, à la conformité. Euh, Si je les récapitule, c'est vraiment un panorama. C'est pour que vous situiez des mots que vous avez déjà utilisés ou juste entendus dans les bonnes boîtes et que vous les associez à ce que j'ai présenté juste avant. Donc, VSM, cartographie du flux de valeur, analyse de déroulement, diagramme de flux ou diagramme en couloir de natation pour décrire le qui fait quoi, faire repérer les pertes, les activités à valeur ajoutée, à non-valeur ajoutée, le temps que ça prend, les pertes en ligne, la rapidité, ce qu'on va appeler le lead time, les gaspillages, le vert rouge, les pertes de temps au niveau des postes. Voilà, tout un tas d'outils pour cartographier, représenter, décrire, et puis après, améliorer, modéliser, c'est-à-dire les approvisionnements de bord de ligne, le Kanban, organiser ce qu'on appelle en flux tiré pour ne répondre que à la demande des étapes suivantes et in fine du client, etc. Tous les outils du juste à temps. Après, les outils au poste de travail qui garantissent l'ergonomie du poste, donc la sécurité du poste, qui garantissent le fait de ne pas perdre du temps à trouver ce dont on a besoin pour travailler. Donc, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le 5S. Le 5S, c'est une méthodologie qui garantit les bonnes conditions de travail dans lesquelles on va pouvoir avoir des flux et des enchaînements d'activités où il n'y aura pas de gaspillage et où on sera en sécurité, en sérénité et en qualité. Et puis la standardisation, sur laquelle je reviendrai tout de suite après, la vérification du respect des standards, la VRS, euh, les spaghettis, c'est-à-dire le diagramme des déplacements au poste, l'enchaînement des tâches quand on fait du changement de série, donc des outils qui s'intéressent plus je veux dire, à l'organisation des tâches pour un poste ou un ensemble de postes de travail et pas seulement l'enchaînement des processus. Ça, c'est la deuxième famille. La troisième famille, on va essayer de maîtriser ce qu'on fabrique ou ce qu'on vend, ce qu'on produit, ce qu'on délivre. C'est-à-dire, maîtriser, c'est que ça soit robuste, que ça ne varie pas, qu'on respecte nos engagements en termes de spécification. Alors, une pizza, ben, elle doit être moelleuse, elle doit être chaude à une certaine température, elle doit être livrée à l'heure plus ou moins 2 minutes, elle doit être variée, elle doit être épaisse, elle doit être soft, elle doit être croquante, enfin, voilà. Et donc, il y a un certain nombre de critères qui font qu'on veut respecter ces critères. Évidemment, on est des humains, donc il y a de la variabilité. Et donc, une entreprise qui est une somme d'humains, il y a de la variabilité. Mais quelle est la variabilité acceptable et quelle est la variabilité non acceptable? Et quand on varie trop, on dévie, on s'écarte de la cible. Et donc, il faut quand même pouvoir maîtriser cette variabilité. C'est ça, maîtriser la conformité. Donc là,
pour la maîtriser, il faut comprendre les causes d'écart, les causes des problèmes. Donc, c'est à la base de la résolution de problèmes, de la maîtrise de nos équipements avec la TPM, de la maîtrise des risques avec l'AMDEC, de la capacité d'être en adéquation avec le vrai besoin du client, la voix du client, la VOC, éviter des erreurs, le poka-yoke, les détrompeurs. Et puis, si on va plus loin, c'est maîtriser nos procédés de façon statistique, c'est-à-dire maîtriser avec des mesures cette variabilité sur des données mesurables et quantifiables. Donc, tout un champ d'outils du Lean autour de la maîtrise qualitative de la variation des résultats associés à nos services ou à nos produits. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi piloter. Donc ça passe par les outils d'animation intervalle court, AIC, de management visuel, de supervision active, d'indicateurs physiques de processus, de tours de terrain, Gemba Walk, de passage de consignes, de OBEIA quand on est dans le pilotage de projets, etc. Vraiment un panorama très rapide, hein. Pour ceux qui veulent creuser ça, eh bien, je vous recommande la webconférence très riche qui parle des outils elles-mêmes. Donc, 1 heure sur les outils animée par mes excellents collègues Cyril et Laurent, avant de passer peut-être à l'étape formation. À l'intérieur de ces outils, j'ai choisi ce matin de faire un focus et on va plus loin qu'un outil, on va sur une méthode. Le focus sur les standards. Alors, pour ceux qui suivent attentivement les diapos, le mot de standard, il est apparu, je reviens un tout petit peu en arrière, il est apparu sur cette diapo-là, qui est un peu ce qu'on appelle la maison du Lean, avec le pilier flux, le pilier conformité, le chapeau, ce sont les résultats attendus. Et ici, il y a des fondations, il y a des fondamentaux, en fait, sur lesquels s'appuie tout le reste. La chasse au gaspillage et la standardisation. Donc le mot, il apparaît déjà ici. C'est un fondamental de la démarche. Qu'est-ce que c'est que la standardisation et quel est l'enjeu de la standardisation? Alors, pardon, je me suis perdu dans les diapos en faisant des petits allers-retours. Donc, cette notion de standardisation, c'est répondre à cette problématique, donc, quand je viens de parler un petit peu avant, la variabilité. La variabilité, c'est la non-maîtrise rigoureuse d'une activité. Si votre activité, c'est de marcher sur une route, d'une façon maîtrisée, c'est-à-dire presque les yeux fermés, je peux vous garantir que même si la route, vous la connaissez, parce que vous la pratiquez depuis 10 ans, les yeux fermés, vous n'allez pas marcher droit. Donc, vous allez avoir une variabilité. C'est la même chose pour les processus de l'entreprise. Les résultats, ils ne sont pas maîtrisés pile poil sur la cible. Ce n'est pas possible. Pour autant, une trop grande variabilité ne sera pas acceptable parce que le client n'acceptera pas cette variabilité. Vous ne pouvez pas compter sur votre pizza. Un coup, elle est froide, un coup, elle est chaude, un coup, elle est tiède. Même si elle est fabuleuse et qu'elle coûte pas cher, peut-être que le coup d'après, vous irez au camion pizza d'à côté. Bon, voilà. Donc pour les clients, c'est pas acceptable. Pour l'entreprise, corriger la variabilité, c'est mettre en place des contrôles, des mesures de correction. Ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est des ressources. Donc c'est pas être au juste nécessaire. Donc la notion de variabilité ou sa maîtrise est indissociable de cette notion de juste nécessaire. Il faut être le plus juste, le plus près possible de la cible. Pour y arriver, il faut maîtriser le comment je réalise l'activité. Le comment je réalise l'activité, c'est la définition du standard. Le standard, c'est la description officielle, formalisée, de la meilleure façon connue aujourd'hui et en capacité d'être appliquée, des bonnes pratiques qui permettent d'obtenir le bon résultat en termes de qualité, de temps, de coût et de sérénité et de sécurité. Donc, si on est capable de dire comment il faut s'y prendre pour garantir ces résultats, eh bien, on a un standard et mettre en place les standards, c'est ce qu'on appelle la standardisation. Je prends un peu de temps sur le vocabulaire parce que standardiser, ça ne veut pas dire devenir des robots. Ça veut dire au contraire valoriser
le savoir des humains qui réalisent l'activité, la capitaliser, choisir les bonnes pratiques, écarter les pratiques approximatives et se donner un certain nombre de règles, de références qui vont devenir officielles et sur lesquelles on va former le personnel et on va vérifier qu'on peut appliquer ces standards. Le standard, ce n'est pas un idéal qu'on ne sait pas faire. Le standard, ce sont les meilleures pratiques démontrées, mais pas seulement on les connaît, elles sont démontrées. On les a communiquées, on les a formées, et en fonction de l'évolution des connaissances, des compétences, des machines, des êtres humains, des nouveaux arrivants, on actualise nos standards. Et c'est ça qui permet, on va parler de cale, c'est ça qui va permettre de maîtriser l'activité, parce qu'on va en permanence avoir des standards derrière nos activités. Si on n'a pas ça, on dérive et on ne maîtrise pas. Donc, c'est pour ça que c'est un fondamental d'avoir en place des standards. Alors, une fois que j'ai situé ça visuellement, une définition, c'est le standard, c'est une description claire, précise, visuelle. Si on veut que ça percute, il faut que ça soit visuel, de la meilleure façon de faire au niveau de celui qui fait, c'est-à-dire au niveau d'un poste de travail. On va y trouver une séquence de tâches, on va y trouver des critères de performance, des bonnes pratiques, du il faut, il ne faut pas, du rouge, du vert, des critères d'acceptabilité, etc., etc. Et ça sera aussi un support idéal pour ensuite faire de la formation ou de la capitalisation. Quand est-ce qu'il faut un standard? Tout ce qu'on fait dans l'entreprise devrait être maîtrisé, donc il faut un standard sur tout. Mais le standard, il doit être surtout utile quand il y a un risque de dérive, de variabilité. Donc, quand l'activité spontanément se fait bien, ce n'est pas la peine d'alourdir notre système de documentation avec quelque chose qui est sous contrôle. Donc, l'effort qu'on va mettre dans l'outil standard, c'est-à-dire dans la construction d'un support visuel et officiel, il doit se faire en particulier quand une pratique n'est pas bien maîtrisée. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires qui ne pratiquent pas, une pratique connue, par exemple parce qu'elle est nouvelle et qu'on ne sait pas bien la faire encore. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon un murat. Il y a une variabilité dont on est conscient, donc il faut la mettre sous contrôle. Ou alors quand il y a une évolution des pratiques, on a fait une amélioration. Qui dit amélioration dit façon de fonctionner différente, donc qui dit changement de repère, donc besoin de restabiliser les bonnes pratiques. C'est aussi un moment clé de fabriquer les nouveaux standards. Ou alors, pour une opération qui est critique, elle est peut-être maîtrisée, mais elle est tellement critique, on n'a pas le droit à l'erreur, le standard est obligatoire. Ou alors pour des opérations qui ne sont pas pratiquées très, très souvent. Ah, et pour être sûr que quand on va la faire à nouveau, ça serait un produit, ou un service qui n'est fait qu'à certains moments de l'année, par exemple, eh bien, on peut avoir tendance à oublier, même si on savait bien le faire avant. Eh bien, là aussi, il faut le standard pour, au moment où on ressort le produit ou le service en question, être très vite au bond du premier coup pour sa réalisation. D'accord? Donc, les standards s'appliquent à absolument tout, les pratiques sécurité, les pratiques qualité, l'enchaînement des tâches, l'organisation du poste de travail, mais on ne peut pas tout couvrir, sinon ça devient quelque chose qui est ingérable. Là aussi, il faut le juste nécessaire. Donc, le standard, il faut le mettre en place en priorité dans ces situations-là. Alors, mettre en place un standard en termes de méthode, ça consiste en quoi? Ben, ça consiste en réunir des gens de terrain, ceux qui font l'activité, et qui vont pouvoir dire quel est le format du standard qui leur parle le mieux, et les sachants qui vont dire, allez, qu'est-ce qu'on met dans le standard? Ce n'est pas les experts extérieurs à l'activité qui doivent décréter ce qui est dans le standard. Eux, ils sont peut-être garants d'un certain nombre de règles, je pense en particulier aux personnes des entités qualité, eux, ils sont garants des règles, du référentiel. Mais ceux qui disent comment je m'y prends, en adéquation avec ce système, ben, ce sont ceux qui font, ceux qui ont le savoir-faire. Donc, le standard doit obligatoirement être réalisé avec les acteurs de terrain, dans le contenu, mais aussi dans le format. Le standard, il est là pour rappeler comment je dois faire quand j'ai un risque de m'écarter, donc de varier. Donc, il faut que ça me parle à moi. Donc, si un expert, un ingénieur méthode me produit un standard avec son vocabulaire, sa mise en forme, ses photos à la rigueur ou son texte, il ne va pas forcément me parler à moi.
ces diapos, comme je vous les présente, vous êtes 123, elles ne parlent pas forcément à tout le monde. Donc, si je voulais être sûr que ces diapos, elles restent, elles deviennent notre standard commun, il faudrait que je les construise avec vous. Les construire avec 123 personnes, ça va être compliqué. Donc, il faudrait que j'ai un échantillon d'entre vous pour construire ensemble la mise en forme qui parlera à la plupart d'entre nous. Et puis peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants. Donc peut-être qu'il faudra réactualiser le standard. Donc il faudra faire vivre ce standard. Donc pour ça, il faut qu'il soit le plus simple possible. Donc comment on s'y prend? On identifie les standards existants. Et puis on cherche les meilleures pratiques. Et puis on construit ensemble avec les gens du terrain le contenu et le format du standard qui va raconter ce qu'on a besoin de maîtriser. Donc, encore une fois, ça peut être des photos, ça peut être des schémas, ça peut être du texte, mais le minimum possible parce que le texte est sujet à interprétation. Et puis ensuite, on va le fabriquer, on va le diffuser, on va l'afficher, on va former. Et c'est ça la méthodologie dite de standardisation. Un exemple parmi plein d'autres qui va peut-être pas parler à tout le monde. Encore une fois, il faudrait le construire avec les personnes concernées. Mais je l'ai sélectionné parce que pour vous montrer que sur un document qu'on va appeler un standard, on peut récapituler un certain nombre de critères qui sont aussi bien de l'ordre de l'implantation du poste de travail, donc ce qu'on voit ici plutôt en haut, donc l'organisation du poste, où doivent être localisés les encours, où doivent être localisés les équipements, les machines, où sont les points de contrôle qualité, où sont les points de risque sécurité avec la croix, où sont des points bleus, des points d'entretien périodique. Le produit fabriqué, alors là aussi, il peut y avoir des photos, une photothèque de défauts, et puis l'enchaînement des étapes de travail avec le timing associé, ce qui va être associé à ce qu'on appelle un takt time, c'est-à-dire on aura garanti d'une façon standard que le temps associé, le temps gamme si vous voulez, le temps associé aux actions, il correspond à ce que on peut s'engager à livrer auprès du client. Donc, ça ne sort pas du chapeau, ça ne sort pas d'une vue purement ingénieure, c'est un temps qui viendra en adéquation avec les engagements clients. Et donc, derrière, ce standard, s'il est affiché au poste, il est applicable et il est surveillable par ceux qui font le pilotage, c'est-à-dire les managers de proximité, qui vont pouvoir s'assurer par leur présence terrain l'adéquation entre la réalité à l'instant T et le standard, parce que si on est en adéquation, on n'a pas la variabilité. Si on n'est pas en adéquation, parce que quelque chose ne serait pas rangé comme il faut, parce qu'un point de contrôle ne serait pas suivi, parce qu'un défaut serait observé, parce que l'enchaînement des étapes dans le timing imparti ne serait pas respecté, s'il y a une variabilité, à ce moment, le manager, il sait tout de suite que ça va impacter ses résultats. Donc, le standard, le plus précis qu'il soit, il va permettre au quotidien de suivre que finalement, on va obtenir les résultats d'une façon naturelle. Un bon standard, c'est donc un standard qui va être construit avec les utilisateurs, le plus visuel possible, systématiquement à jour et pas obsolète, le plus court et limité qui soit, aisément disponible et pas dans un classeur, dans un tiroir, dans le placard sous le poste de travail. Et aujourd'hui, on peut travailler sur des standards interactifs, digitaux, qui vont donc être faciles avec des tablettes à visualiser, à mettre à jour, à connecter avec d'autres éléments du système qualité, etc. Et comme je le disais avec mes mots juste avant, une fois qu'on a réduit la variabilité, une fois qu'on a les standards en place, eh bien, on va pouvoir appuyer dessus le système de pilotage que sont les tours de terrain, Gemba Walk pour les jargonneux, la vérification du respect des standards, c'est-à-dire des moments où on se pose avec un employé pour vérifier qu'il a bien compris, qu'il est capable de restituer les bonnes pratiques et de s'assurer que le standard est respecté, de suivi heure par heure, de relevé machine, de relevé des postes, d'indicateurs, de tableaux de bord. Tout ça va pouvoir s'appuyer sur l'existence des standards et alimenter les rituels que sont les top 5, le PDCA pour produire les actions d'amélioration à la clé. Donc tout le système de management, il s'appuie, il repose aussi sur le fondamental qu'est la standardisation.
Et si jamais on détecte un écart au standard, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, vous allez me dire, on fait un rappel aux bonnes pratiques. Eh bien, je lui dis non. Si on a besoin de rappeler, c'est que ça ne s'est pas fait spontanément. Donc, le rappel ne sert à rien, sauf si on le fait une fois et que tout de suite après, ça marche. Mais si on fait un rappel 10 fois, dites-vous que vous perdez votre temps. Mais non, on se dit qu'il y a un souci au niveau de l'adéquation du standard. Ou peut-être que le standard n'existe pas. D'accord? J'ai un client en ce moment, il charge des camions et puis on oublie de faire un scan, donc de biper des palettes chargées. Les palettes sont chargées, mais on a oublié de biper. Le réflexe premier, c'est de dire aux employés: «N'oubliez pas de biper» et puis de leur dire 10 fois et pourtant ça se reproduit. Donc si ça se reproduit, c'est que le rappel ne suffit pas. Donc il faut se remettre en question, rappelez-vous le principe de tout à l'heure et se questionner sur: «Au fait, est-ce qu'il y a un standard?» Ah, si on oublie de biper, c'est quoi les causes racines? Mais il y a peut-être un problème, parce qu'il y a des étiquettes arrachées, il y a des étiquettes qui ont été cachées par d'autres contenants, donc on ne les voit pas. Mais si on ne les voit pas, on ne peut pas les biper. Et quand on est pris par la productivité, eh ben, on oublie de biper. C'est pas qu'un oubli, c'est qu'on n'a pas vu. D'accord? Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont mobilisables pour se poser la question. S'il y a un écart au standard, il y a des raisons à ça. Il y a du pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc, une fois qu'on met le doigt sur les raisons, on peut se dire: «Est-ce que le standard existe?» Bah, s'il n'existe pas, déjà, il faut le fabriquer. À quel endroit on colle l'étiquette? Beh, si l'endroit, il n'est pas standardisé, l'étiquette, elle peut être au-dessus, à gauche, à droite, et bien, autant de sources de variabilité qui font qu'à l'arrivée, on va oublier de les biper. Donc, est-ce qu'il y a un standard? Ben, s'il y en a pas, il faut en créer un. S'il y en avait un, peut-être qu'il n'était pas le bon, il n'était pas visible, il n'était pas au bon endroit, il était obsolète. Donc il faut peut-être l'actualiser. Et puis une fois qu'on l'a actualisé, il faut former, il faut l'expliquer, il ne faut pas partir du principe que le standard, il est évident et que les gens l'ont vu une fois le jour où ils sont arrivés il y a 3 mois. Et puis, ben, s'il n'est pas le bon, ben, il faut le modifier. Donc au-delà de la fabrication des standards, il y a faire vivre les standards. Voilà mon zoom sur ce moment du panorama, des 50 outils et méthodes, pour, voilà, j'ai choisi celui-là parce que un, c'est un fondamental dans la maison du Lean et 2, c'est souvent quelque chose qui n'est pas bien compris et pas intégré comme étant quelque chose de très puissant, pour, on va dire, ben, entraîner cette amélioration continue sur la base de pratiques de référence. J'en viens à la dernière partie, qui sont justement entraîner la dynamique d'amélioration continue. Par quelle méthode de, mise en œuvre de ces démarches? Alors, fais une petite respiration. Juste pour poser à Camille la question, je pense qu'elle n'a pas trouvé le moment de m'interrompre. Donc Camille, est-ce que tu penses que par rapport aux questions que tu as vues arriver, il y en a une à ce stade que je doive traiter ou est-ce que je continue? Écoute, il y a surtout eu des interactions entre les participants qui se sont un petit peu posé des questions entre eux et répondu entre eux. On a une Super. personne qui a une question un petit peu plus globale, donc c'est soit tu veux essayer d'y répondre maintenant, soit on essaye en fin de session, mais c'est vrai qu'il nous reste 10 minutes, donc il va falloir être assez rapide sur tes Allez, dernières slides. challenge, une réponse rapide à une question d'ensemble. La question, elle est assez, enfin, c'est une grosse question. C'est une personne, donc c'est Guillaume Collet, qui pose une question sur la cohabitation un petit peu entre la volonté d'une démarche Lean et la politique économique qu'il y a derrière, où on cherche un petit peu le moindre coût et qu'il y a un petit peu une obsession du ROI dans l'industrie. Et du coup, donc, il parle du côté économique qui a tendance à prendre le dessus sans voir la dimension des retombées après, après des démarches Lean qui sont toujours chiffrables. Donc du coup, un petit peu, c'est comment faire pour que ça cohabite entre une volonté de D'accord. démarche Lean, mais l'économie qui prend toujours le dessus, quoi. D'accord. Alors c'est une question, que je comprends à 100. C'est une vraie question, pas sur la méthode, mais sur la capacité à la mettre en œuvre et nous aussi, en tant qu'intervenants externes, on y est très souvent confrontés. Là, j'ai mis le challenge d'y répondre rapidement, donc il y aurait matière à débattre autour de ça. Bah, ça pourrait, tiens, si tu le notes Camille, ça pourrait presque faire l'objet d'une webconf, sur ce sujet-là. Heu, Ouais. là, ce qui me vient à Il y a quoi dire. l'esprit c'est, 3 choses. La première,
c'est le ROI, il est présent, mais il n'est pas toujours mesurable. Concrètement, mettre en place du 5S, ça délivre forcément du gain de temps, de la maîtrise, du gain de qualité, mais on ne peut pas associer une mesure comment dire, de ROI à cette action-là. Donc, il y a la notion de vision, c'est d'être convaincu, d'être intrinsèquement convaincu que si je consacre 3 jours avec 5 personnes à faire un atelier 5S, ça va me rapporter. Et donc, il faut que les décideurs, les sponsors soient convaincus de ça. Pour les convaincre, il faut les sensibiliser, il faut faire du benchmark, il faut les emmener dans d'autres entreprises où ça a marché, où ils vont pouvoir s'affranchir de la question: «Oh, le ROI de mon chantier 5S, c'est quoi?» Parce qu'ils savent que ça va se retrouver dans leur compte de résultat. Donc, la sensibilisation des décideurs à travers des petites sessions de sensibilisation, des illustrations concrètes, du benchmark, c'est un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est il faut quand même pouvoir mesurer les gains d'une façon méthodologique. Il y a des gens dans l'entreprise dont c'est le boulot, c'est le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est souvent déconnecté des acteurs terrain du Lean. Il faut les reconnecter. C'est-à-dire il faut former le contrôle de gestion au Lean, au moins à niveau Yellow Belt, c'est-à-dire les bases, pour qu'ils comprennent les mécaniques du Lean et eux, ils seront en mesure ensuite de faire les correspondances entre les 5 minutes fois 5 fois par heure qu'on gagne à un poste de travail et où ils le retrouvent dans leurs résultats. Et donc, pour ça, il faut leur donner les bonnes lunettes et ils vont pouvoir faire ce que nous, gens de terrain, on a du mal à faire, c'est-à-dire la valorisation économique. Donc là aussi, il faut de l'intelligence collective, il faut les embarquer dans les chantiers, il faut les former un minimum, ces gens du contrôle de gestion, et il faut leur donner cette casquette. Aidez-nous à quantifier ce qui va ressortir des chantiers, mais si vous comprenez comment on s'y prend, vous allez savoir le faire. Ça, c'est le deuxième piste de réponse. Et la troisième piste de réponse, si on veut y aller d'une façon, si une entreprise veut y aller d'une façon un peu plus systémique ou systématique, il y a ce qu'on appelle le lean accounting, c'est-à-dire le pilotage du accounting, de la comptabilité, mais au sens de la mesure financière, de le piloter les finances de l'entreprise à travers une méthodologie Lean. Il y a des outils pour ça, c'est ce qu'on appelle le Lean Accounting, et on peut par exemple organiser une VSM, une cartographie du flux de valeur, sur des critères financiers, mais qui ne sont pas dissociés de la valeur ajoutée pour le client, et on va pouvoir, à la fin de l'exercice, reconsolider très rapidement, finalement, les gains si on rentre dans une méthodologie un peu structurée dans cet état d'esprit-là. Ça aussi, ça passe par de la formation et de l'éducation. Bon, bah super! Merci pour Merci, cette Patrick. question. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la WebConf 2024 qui traitera de cette thématique-là. Je continue à travers sur les 2 Zooms restants, la mobilisation, on va dire, sur la transformation. Ce schéma très simple, il montre qu'en fait, il y a 2 rythmes de transformation. Il y a le rythme à faible pente et le rythme à forte pente. Le rythme à faible pente, c'est l'amélioration au quotidien. Grâce au système de pilotage, de management, au 5S, à la résolution de problèmes, jour après jour, on se pose les bonnes questions, on utilise les bons outils pour corriger des petits problèmes, entre guillemets, des dérives, des difficultés, des irritants, des erreurs, des écarts, et corriger, et on s'améliore. C'est ce qu'on appelle le PDCA, Plan, Do, Check, Act. C'est pas nouveau comme méthode, mais c'est quelque chose qui se mobilise jour après jour avec voilà, de la méthode. Mais parfois, on n'arrive pas. Parfois, il y a des problèmes de fond. Parfois, on ne sait pas quels sont les problèmes. Parfois, le périmètre est trop vaste, trop compliqué. Donc là, il faut pouvoir, à ce moment, on vient en buter et on veut absolument s'améliorer. Donc, on veut faire une rupture, finalement, dans un court temps. Et ça, c'est la forte pente. C'est l'autre mode d'amélioration, c'est le mode par percée ou par rupture. Et pour ça, il y a 2 thématiques principales ou 2 méthodes principales qui vont être les chantiers dits Kaizen et puis les projets Lean Six Sigma. Et puis une troisième méthode, puisque le mot apparaît là, à l'échelle de l'entreprise, ça sera la mobilisation en mode Oshin. Mais là, je n'ai pas choisi de m'appesantir dessus ce matin. Je ai choisi de faire un zoom sur les chantiers Kaizen et sur la méthode Six Sigma dans les 5 minutes qui restent. Donc, chantier Kaizen, c'est un travail de groupe
sur le terrain pour des changements rapides avec un minimum de finances, certes, parce que s'il faut acheter un nouveau chariot, bah, on achète un nouveau chariot, mais plutôt quand même avec les moyens disponibles aujourd'hui. C'est trouver les moyens de reconfigurer, de faire différemment une pratique qui n'est pas bien maîtrisée. Alors que ça soit un problème de sécurité, d'organisation d'un poste, de séquencement d'activités sur un processus transverse entre 3 secteurs, d'ordonnancer des produits. Tout ça, c'est des thèmes sur lesquels on peut choisir de faire un chantier. La spécificité de l'approche Kaizen, c'est de dire, en fait, ce chantier, plutôt que de se faire un projet qui va s'étaler sur des mois, où on va s'interrompre parce qu'on n'aura pas les bonnes infos, pas les bonnes personnes au bon moment, et finalement, on va perdre la dynamique, on met le paquet sur 3 jours, sur 5 jours, on rassemble toute la valeur ajoutée sous la conduite d'un animateur du chantier qui va savoir aura sélectionné les outils à utiliser, qui va faire utiliser les outils au groupe de travail le plus près du terrain possible, où on va décliner en, par exemple, 5 jours, ben, ça peut être 3 jours, ça peut être 2 fois 3 jours, mais c'est cet ordre de grandeur-là, c'est quelques jours où on va faire de la mobilisation, de la sensibilisation, on va faire de la mesure du terrain, on va utiliser les outils d'analyse de cause par rapport aux problèmes qu'on aura testés en observant, on va choisir des actions, on va mettre en place physiquement pendant le chantier la réorganisation du poste, si on peut le faire, on va définir, construire avec les gens le nouveau standard, on va tester que ça marche, on va accoucher d'actions à mener, certaines on va pouvoir les faire dans le laps du chantier et certaines autres, ils viendront alimenter un plan d'action qui sera mené à l'échelle de 1 mois maximum. Donc c'est quelque chose de super dynamique avec des gens de terrain, avec des routines où on va communiquer, on va associer les sponsors du chantier chaque jour, où on va petit à petit, jour après jour, construire, observer, mesurer, analyser, choisir des actions et on va utiliser un fil conducteur que je vais évoquer tout de suite plutôt pour l'INSISMA, qui est le DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Et on a une méthode très cadrée qui est la méthode de conduite d'un chantier Kaizen. On prépare le chantier, vous avez vu la diapo avant, on fait le chantier sur le terrain, on observe, on mesure, on rassemble un concentré des outils dans une mobilisation super dynamique, très valorisante pour les participants qui, à la fin du chantier, vont pouvoir montrer et surtout démontrer de façon concrète et factuelle les bien fondés de l'amélioration. Et puis parfois, c'est encore plus compliqué que ça. Parfois, on a des vraies dérives de variabilité. L'approche Lean juste à temps, j'ai une latence, donc je clique, mais les diapos n'apparaissent pas. Donc, il y en a plusieurs qui apparaissent d'un coup. Euh, on va avoir pas seulement un problème d'écart majeur au standard, on va avoir cette variabilité. Et donc là, on veut comprendre qu'est-ce qui déclenche la variabilité. Vous voyez les flèches sur la cible. On est toujours dans la cible, mais on est décentré, on est éparpillé, ou alors on est le plus proche possible. Et le plus proche possible de la cible, c'est la variabilité la plus faible. Qu'est-ce qui fait que les flèches, elles s'éparpillent? Est-ce que c'est la force du tireur? Est-ce que c'est le vent qui a eu lieu? Est-ce que c'est sa concentration? Est-ce que c'est le matériau de la flèche? Est-ce que c'est la formation? Ben, souvent, il y a plein de paramètres et on ne sait pas. Donc, il faut maîtriser ces paramètres. Pour ça, il faut les collecter. Donc, on va engager une démarche très structurée autour d'étapes qu'on appelle le DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler, dans lequel on va cadrer la situation d'en définir. On va capter tout un tas de données, on va avoir un plan de collecte des données, d'en mesurer. Et puis, on va traiter ces données à la moulinette d'outils statistiques pour en ressortir ce qu'on appelle un modèle. Euh, Ici, vous voyez, Y égale f de x, c'est-à-dire, c'est un peu conceptuel ici, j'essaye d'activer un pointeur, mais je vais rester avec la souris. Ici, vous voyez, Y égale f de x. En fait, le cœur de cette approche Six Sigma, ça va être de dire,
Y, c'est mes données de sortie, c'est mes résultats, mes indicateurs. X, ce sont ces paramètres qu'on aura collectés dans un plan de collecte de données. Essayons, avec de la statistique, de mettre en corrélation les facteurs influents sur la variabilité par rapport aux données de sortie. Et donc, c'est une méthode absolument puissante parce qu'on va s'appuyer sur des faits très concrets, sur des mesures représentatives qui ne feront pas l'objet de débats, et on va démontrer quels sont les paramètres sur les fléchettes, là. Mais si ce n'est pas sur les fléchettes, ça peut être sur l'épaisseur d'une couche de dépose, ça peut être sur la capacité à être pile poil dans les temps à plus ou moins 5 minutes près. On va démontrer quels sont les facteurs influents, et une fois qu'on les a démontrés, on va pouvoir les mettre sous contrôle. C'est-à-dire, on va pouvoir mettre des actions qui consistent à maîtriser ces facteurs influents, parce qu'on saura quels sont les bons facteurs influents, avec tout le pilotage qui va derrière. Donc, dans l'étape dite contrôler, il y a contrôler, ce n'est pas la bonne traduction de l'anglais, c'est mettre sous contrôle. Donc, pour mettre sous contrôle, on va définir les standards. Donc, la standardisation, on la retrouve dans l'étape C, le pilotage, la formulation, la documentation, etc. Mais où on se concentre donc sur cette notion de processus et de variabilité du processus qu'on a voulu mettre sous contrôle. Donc, cette méthode qui s'appelle donc le Lean Six Sigma, elle date des années 90, elle est plus jeune que tout ce qu'on met derrière l'appellation Lean, et elle intègre aussi des outils de l'optimisation dite Lean. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du Lean Six Sigma, mais attention, le Lean Six Sigma ne s'applique qu'à des processus donnés et donc pas à la transformation de l'entreprise tout entière. Là aussi, il y a des webconf dédiés à ça. Vous les trouverez dans notre historique de webconf en ligne. Et puis, bien sûr, il y a des formations. Je voudrais conclure à 12h01, 30 secondes, pour vous dire que donc, le Lean, c'est une démarche complète de transformation de l'entreprise, de ses modes d'organisation et de fonctionnement, mais aussi de son état d'esprit. Donc, c'est un champ très large. Ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas en 6 mois. À un moment, on y va et on suit un chemin. Et petit à petit, les contributions que vous apporterez permettront, et pas que vous tout seul, bien sûr, de faire évoluer le modèle de fonctionnement de l'entreprise. Le Lean Six Sigma, on a des projets ciblés de réduction de variabilité des processus. Ça peut être tous les processus de l'entreprise et donc ça peut là aussi transformer l'entreprise. Les deux s'appuient sur des outils et des méthodes qu'il faut s'approprier, mais aussi pratiquer pour gagner en maturité, pour aussi adapter ces méthodes au contexte spécifique de votre entreprise, entreprise de services, entreprise de bureau d'études, d'ingénierie, d'informatique, de BTP, de logistique, d'industrie. Ces méthodes se déclinent suivant le contexte. Et donc, pour les adapter, c'est bien aussi de les pratiquer, mais aussi de vous faire accompagner. Donc, en fait, il y a 3 leviers pour aller plus loin. Il y a la formation pour comprendre. Il y a la documentation, parce qu'une fois qu'on a compris, on va oublier. Donc la documentation pour se rappeler. Et là, je voudrais vous dire que parmi les diapos que je vous ai montrés, c'est un extrait de notre Memento, de kit Memento, qui fait 150 pages. Je vous ai mis un tout petit aperçu du sommaire. C'est un outil interactif avec un zoom sur plein d'outils. Ce Memento est remis à tous nos stagiaires. Donc voilà, et la version 2023 actualisée vient de sortir. Et puis, il y a le coaching. Quand on est débutant, ça peut pas être compliqué, on n'ose pas faire un chantier Kaizen, je ne sais pas si ça va marcher. Donc sur des projets pilotes, des premiers chantiers, eh ben, se faire accompagner par quelqu'un d'expert, un black belt, un master black belt, externe à l'entreprise ou interne de l'entreprise, eh bien, c'est ce qu'on appelait le coaching qui vous aide à être sur les bons rails. C'est un investissement valable et qu'on vous propose aussi chez XL Group. Donc, ce qu'on vous propose, bien sûr, c'est la documentation. Pour ça, il y a la case formation, au-delà des documentations gratuites en ligne et des cas d'études que vous trouvez aussi dans notre bibliothèque de vidéos. Mais il y a des formations plutôt lean,
plutôt Six Sigma, à différents niveaux de pratique, 3 jours, 6 jours pour le Green Belt, 12 jours pour les Black Belt, avec des modalités interactives, des modalités en ligne, des modalités qui mixent le e-learning ou alors purement du sur-mesure. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous contacter pour voir ce qui serait le plus approprié à vous, à votre entreprise, mais aussi à vous si vous êtes dans le cas d'un CPF, d'une évolution professionnelle. Et on aura plein de propositions à vous faire au-delà du conseil. Je repasse la main à Camille. Merci pour ceux qui sont restés un tout petit peu après l'heure. Et je laisse à Camille le mot de la conclusion. Merci Patrick. Ça va, franchement, tu as plutôt bien tenu les délais. Il y avait quand même pas mal de choses à dire, vu que c'est un sujet très large. C'est vrai que ça donne toujours envie de rajouter des informations. Mais en tout cas, voilà, on a pu finir à peu près dans les temps. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On n'a pas eu vraiment en fait de questions très spécifiques à part celles que je t'ai notifiées. Les gens ont beaucoup en fait interagi entre eux dans la conversation, donc c'est C'est l'intelligence plutôt top. collective. Bravo. Exactement. Donc du coup, ça s'est plutôt bien déroulé comme ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, vous avez tous mon adresse mail, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez tout, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, on prendra bien sûr le temps d'y répondre. Je vous affiche juste cette dernière slide pour la dernière conférence 2023. Cette conférence de l'année aura lieu le vendredi 15 décembre. Elle sera sur comment la démarche statistique peut booster la productivité par Sylvie Gallo, qui est consultante chez XL Group, mais aussi par 2 personnes de l'entreprise Toyota Motor Manufacturing France. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera une belle webconférence pour clôturer l'année 2023. Et bien sûr, les webconférences continueront en 2024 et on vous communiquera les sujets prochainement. Voilà, je clôture avec cette petite slide. Vous retrouvez notre site internet, nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Merci en tout cas Patrick pour cette animation parce que c'était top, toujours aussi clair et fluide. Merci à tous pour votre participation. À bientôt et bon appétit. Merci. C'est ensemble qu'on peut y arriver. Bonne journée.